Bonjour à tous, ici Chantal Doré au nom de l'équipe Procure qui est à vos côtés pour vous informer, vous conseiller et parfois à l'occasion vous réconforter. Merci d'être présent à ce webinaire Procure en parle, qui est notre rendez-vous mensuel avec des spécialistes qui ont pour but de vous éclairer, de répondre à vos questions et parfois vous offrir le soutien psychosocial dont vous avez peut-être besoin. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Éric Vigneault, radio-oncologue au CHU de Québec, pour faire la lumière sur la radiothérapie. Avant de débuter, nous tenons à remercier de tout cœur nos donateurs et nos partenaires parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à eux si nous pouvons continuer notre mission et si nous sommes ensemble ici ce soir. Merci également au présentateur officiel de ce webinaire Procure en parle, Industrielle Alliance, et à nos partenaires, dont Astellas, qui est un laboratoire expérimenté dans le traitement des cancers de la prostate plus avancé, et à notre partenaire Tout Naturel, l'Association des urologues du Québec. Après la présentation du docteur Vigneault, nous aurons une période de questions. Bien sûr, vous nous avez acheminé déjà plusieurs questions via l'infolette et j'en profite pour vous remercier, si ce n'est déjà fait, de vous suggérer de vous abonner. Vous retrouverez le petit formulaire d'abonnement dans le bas de l'écran de notre site Internet. Plusieurs des questions que vous nous avez acheminées seront répondues par le docteur Vigneault et vous pouvez en tout temps poser vos questions via, dans le bas de votre écran, le bouton Q&R. Pendant la présentation, mes collègues Marie-Christine Beauchemin et Myriam Dandache s'assureront d'accueillir vos questions et de me les transmettre après la présentation du docteur Vigneault. Et si vous nous écoutez via Facebook live en direct, ma collègue Sabrine Mecky est aussi présente pour nous acheminer vos questions. Alors, merci encore, Dr Vigneault, d'être avec nous et je vous invite dès maintenant à partager votre écran et je vous cède la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Procure pour cette belle invitation, pour partager avec vous mon expérience sur la radiothérapie dans les cancers de la prostate. Alors, moi, je suis radio-oncologue au CHU de Québec, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le domaine de la radiothérapie, surtout pour les cancers génito-urinaires et les cancers gynécologiques. On va parler ce soir de plusieurs choses, plusieurs concepts, mais n'hésitez pas, comme on vous a mentionné, à poser des questions au fur et à mesure. Par contre, la présentation que les gens de Procure ont fait en grande partie est très bien faite et résume l'ensemble des choses et devrait répondre à beaucoup de vos questions là, que vous avez envoyées par courriel au cours des différentes slides et diapositives. Ça, c'est le plan de la présentation. On va parler d'abord de termes un peu plus techniques. Là, quand on parle de cancer de la prostate, de quelle façon on le décrit? Est-ce qu'on le décrit en fonction là, de l'histologie, du stade de Gleason? Est-ce qu'on le décrit en fonction du volume et l'étendue de la maladie en fonction du stade? Et on l'écrit aussi en termes de PSA. On va aussi parler de ce qu'est la radiothérapie et à qui ça s'adresse, les traitements de radiothérapie dans le cancer de la prostate. Et enfin, on va parler des différents types de radiothérapie disponibles, des avantages et des désavantages de ces types de radiothérapie-là par rapport aux autres modalités thérapeutiques. On va parler aussi des effets secondaires, quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens qui sont atteints de cancer et qui ont des traitements pour le cancer de la prostate, du suivi qu'on fait après les traitements. Et on va parler un peu aussi de ce qui s'en vient dans le domaine du cancer de la prostate. C'est quoi les avancées qui vont avoir un impact significatif prochainement pour la vie des patients atteints du cancer de la prostate. Puis bien sûr, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Alors, qu'est-ce que le score de Gleason et le stade? Dans le fond, quand on diagnostique un cancer de la prostate, on fait une biopsie. Les urologues font des biopsies et ces biopsies-là sont examinées par des pathologistes spécialisés dans les cancers de la prostate. Et dans le fond, la prostate, c'est une glande qui fait des sécrétions qui servent à accompagner les spermatozoïdes dans leur parcours et qui sert à les aider
à remplir leur fonction de fécondité. Et ces glandes-là, quand elles ont un aspect qui est très normal, qui ressemble à des glandes normales, bien à ce moment-là, on donne un score sur une échelle de 1 à 5. Et plus les glandes sont normales, plus le score est faible. Donc, les glandes qui sont à peu près normales, c'est un score de Gleason 1. À l'opposé, si le cancer est très agressif et que les glandes sont tellement modifiées par le cancer qu'on a de la difficulté à les reconnaître, s'il y a beaucoup d'atypie, à ce moment-là, on parle d'un score de Gleason élevé, donc un score de l'ordre de 4 et 5. Pourquoi le grade de Gleason, le Gleason score est sur 10? C'est parce qu'on prend 2 zones dans les biopsies, les 2 zones les plus représentatives, et on leur associe chacun un grade de 1 à 5, et on fait la combinaison des deux, ce qui donne un Gleason score qui est sur 10. Donc, on parle d'un Gleason grade qui est de 1 à 5, qu'on transforme en score quand on en prend 2. Donc, ça fait un score qui va de 2 minimum à 10 maximum. Et plus le score est élevé, plus la maladie est agressive. On s'est aperçu aussi qu'on peut regrouper l'agressivité des cancers de la prostate et le pronostic de ces maladies-là en regroupant certains scores ensemble. Donc, tous les scores qui sont de 6 et moins, c'est de la maladie qui est habituellement indolente, qui évolue lentement sur plusieurs années. Et même dans plusieurs cas, on peut se permettre d'observer simplement. À l'opposé, quand la maladie est très agressive, quand on a des scores au-dessus de 8, au-dessus de 9 et 10, bien là, on a des maladies qui sont beaucoup plus agressives, qui ont tendance à sortir de la prostate et à donner des métastases et à avoir une évolution défavorable. Alors, pour démêler ça un peu, bien, on a un peu 3 grandes catégories de patients en fonction là, du score de Gleason. Il y a des patients qui sont à bas risque d'évolution, donc des patients qui ont un comportement plutôt indolent. Donc, c'est les Gleason score de 6 et moins. On a des patients qui sont à très haut risque d'évolution, donc c'est les Gleason score 9 et 10. Puis entre les deux, on a des patients qui sont à risque intermédiaire, qu'on peut diviser en intermédiaire favorable, intermédiaire défavorable, et quand ils deviennent un peu plus agressifs, score de Gleason à 8, ben à ce moment-là, on parle d'un risque élevé. Et ça nous aide, ça, pourquoi? Ça nous aide à proposer le traitement qui est le plus approprié à la condition du patient. L'autre facteur important quand on fait un diagnostic de cancer de prostate, après avoir regardé les cellules au microscope, c'est de regarder l'étendue de la maladie à l'intérieur du patient. Alors, quand la maladie est localisée à la prostate et qu'elle est non palpable et non visible sur des examens de radiologie, on parle alors d'un stade T1. Quand la maladie est limitée à la prostate et qu'elle ne sort pas de la prostate selon qu'elle atteint 1 ou 2 lobes, on parle d'un stade de T2. Quand la maladie sort de la capsule de la prostate, mais est quand même encore localisée dans la région de la prostate, on parle d'un stade T3. Et enfin, quand la maladie s'étend à l'extérieur de la prostate, dans les tissus avoisinants, la prostate, la vessie, le rectum, les muscles, bien à ce moment-là, on parle d'un stade T4. À ça, on associe aussi la présence ou non de ganglions qui sont envahis de la maladie. Donc, si on fait un ganglion positif dans le bassin, on parle d'une maladie N1. Et ici, malheureusement, la maladie est sortie de la région du bassin pour atteindre soit les os, soit des ganglions plus hauts, soit les poumons, soit plus rarement le foie. Bien là, à ce moment-là, on parle d'une maladie métastatique, donc de stade M1. On en a parlé tout à l'heure brièvement, les catégories de risque. Donc, quand on combine le stade, le Gleason score et le PSA, on est capable, en gros, de faire 3 groupes de patients. Des patients à faible risque d'évolution de leur cancer, des patients à risque intermédiaire d'évolution qu'on peut subdiviser en 2 classes, et des patients à risque très élevé d'évolution. Quels sont les autres examens qu'on fait quand on a un diagnostic de cancer de prostate?
Bien, c'est sûr que ça dépend du niveau de risque. Un patient avec un faible risque d'évolution, on fait moins d'examens poussés parce qu'on sait que la maladie est plus ou moins indolente et va évoluer sous un long cours et ne mettra pas la vie en danger d'un patient. À l'opposé, quand on a des patients avec un risque élevé, donc de maladies plus agressives, bien là, on part à la recherche de signes que la maladie n'est plus localisée et qu'elle est sortie de la prostate. Alors pour ça, bien, on va aller vérifier l'état des tissus mous, l'état des ganglions principalement, par une tomodensitométrie ou un scan thoracique, abdominal et pelvien. Et on va aussi vérifier l'état des os, voir si les os sont atteints par le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate a la fâcheuse habitude de se disséminer dans les os. Donc, on fait un examen en médecine nucléaire qui s'appelle une scintigraphie osseuse. Et de plus en plus, si on veut voir l'extension locale de la prostate au niveau des tissus avoisinants, s'il y a une atteinte du rectum, de la vessie, la grosseur de la maladie dans la prostate, ben, on fait une résonance magnétique au niveau du bassin. Les options de traitement, comme j'expliquais précédemment, c'est en fonction du risque d'évolution de la maladie. Pour les patients qui sont à faible risque, donc qui ont de très grandes chances, on peut appeler ça ainsi, de mourir de d'autres choses que de leur cancer de la prostate, le traitement, l'approche qui est privilégiée, c'est de faire ce qu'on appelle la surveillance active. C'est-à-dire, on fait simplement suivre l'évolution de la maladie avec les prises de sang, avec l'APS. On refait les biopsies prostatiques si l'APS s'élève ou aux années et demie pour s'assurer que la maladie ne progresse pas localement en termes de glycémie du corps. Et en faisant ça, on fait un peu le pari que la maladie va rester indolente et que si on l'avait traitée, ben, on aurait causé des effets secondaires sans avoir des bénéfices d'augmenter la survie. Par contre, si lors de la surveillance active, on a des signes de progression, le nombre de biopsies positives augmente, le PSA se met à monter, à ce moment-là, ben, on revise notre plan d'action, puis on peut offrir un traitement à visée curative, qui sont principalement la chirurgie, la prostatectomie radicale, la curithérapie, principalement à bas débit, ou la radiothérapie externe. Quand les patients ont une maladie qui est à risque intermédiaire, donc on vient de franchir une étape de plus dans l'évolution d'agressivité du cancer, on peut encore offrir la surveillance active, mais les chances que la maladie progresse sont plus grandes et au moment de la progression, les résultats thérapeutiques sont moins bons. Alors, on a tendance, à partir du moment où les gens ont une maladie de risque intermédiaire, à offrir un traitement à visée curative qui peut être soit la prostatectomie radicale, soit la radiothérapie externe, encore une fois, seule, ou parfois associée à une hormonothérapie de courte durée, 4 à 6 mois, si les gens sont dans la catégorie risque intermédiaire élevé. Ou on peut offrir aussi aux patients une radiothérapie externe combinée à une curithérapie, qui peut être une curithérapie à haut débit de dose ou à bas débit de dose, et encore une fois, qui peut être combinée à une hormonothérapie de courte durée si les gens sont dans la catégorie à risque intermédiaire élevé. Encore une fois, à ce stade-là, le but des traitements, c'est de viser la guérison. Enfin, si les patients ont une maladie qu'on dit à très haut risque d'évolution, les traitements sont plus agressifs. Donc, si on opte pour une chirurgie, dans une bonne proportion des cas, les patients à haut risque, ça prend par la suite une radiothérapie pour consolider la chirurgie parce que la maladie n'est pas tout enlevée ou elle revient. On peut faire de la radiothérapie externe qu'on combine à ce moment-là à une hormonothérapie de plus longue durée, habituellement 1 an et demi à 3 ans. Et enfin, dans la famille des traitements de la radiothérapie, ce qui est le meilleur pour les cancers à haut risque, c'est la radiothérapie externe combinée à la curithérapie de haut débit de dose associée à une hormonothérapie de longue durée de 18 à 36 mois. Alors, comment choisir un traitement? Bien, c'est compliqué pour les patients qui ont un cancer de la prostate.
Un, parce qu'il y a différents stades de maladie. Et deux, même à l'intérieur des mêmes stades, il y a plusieurs options. Chacune des options est très valable, avec des avantages certains et des inconvénients qui sont associés à chacune des modalités thérapeutiques. Il n'y a pas de modalité thérapeutique sans effet secondaire. Alors, les choix d'un traitement pour un cancer de la prostate, c'est fait en fonction de l'âge des gens, de leur état de santé, de leur comorbidité, de leur espérance de vie, du type et du stade de l'agressivité du cancer, et aussi des valeurs des gens. Il y a des gens qui mettent plus de valeur dans certaines choses de la vie que les traitements peuvent affecter. Alors, à traitement égal, on peut choisir un peu celui qui a le profil d'effet secondaire qui fait le plus notre affaire. Si on parle plus des traitements de radiothérapie, c'est quoi la radiothérapie? Bien, la radiothérapie externe, c'est utiliser des radiations pour aller tuer les cellules cancéreuses à l'intérieur du corps. Mais pour ça, il faut pénétrer à travers les tissus normaux. Et c'est comme une machine de radiologie, si vous voulez, qui tourne autour du patient et qui, par plusieurs portes d'entrée, envoie un faisceau de radiation qui est concentré au niveau de la prostate pour donner une dose élevée à ce niveau-là afin de traiter le cancer et de l'éradiquer. Les étapes de la radiothérapie, bien, on ne fait pas ça en claquant des doigts. Ça prend une planification qui est faite avec un CT scan ou une résonance magnétique. Dans certains cas, on va mettre des grains d'or dans la prostate afin de bien de les localiser à chaque jour pour cibler le traitement sur la prostate à chaque jour afin d'éviter de traiter des tissus normaux pour rien. C'est un traitement qui se fait au quotidien, du lundi au vendredi. À l'heure actuelle, pour les cancers de la prostate, on fait soit entre 20 et 28 séances de traitement, dépendamment du stade et de l'évolution de la maladie. Le traitement lui-même, il dure 15 à 20 minutes et la plupart des gens peuvent poursuivre leurs activités quotidiennes. Par contre, à cause du voyagement et de la logistique de venir à ces traitements à tous les jours, bien, la plupart des gens, à quelque part pendant les traitements, doivent arrêter leur travail ou prendre un congé de maladie parce que c'est compliqué avec les horaires de travail. Mais il y a certaines personnes qui continuent à travailler pendant tout leur traitement. Et bien sûr, la radiothérapie est faite au moment du traitement. Et quand la machine arrête les traitements, bien, il n'y a personne qui est radioactif. C'est quoi les avantages de la radiothérapie externe? Bien, il n'y a pas de choc opératoire, ce n'est pas une chirurgie. Donc, il n'y a pas de convalescence, il n'y a pas de risque associé à l'anesthésie, il n'y a pas de morbidité associée à une chirurgie de guérison de plaies, de complications, de phlébites, de choses comme ça. La radiothérapie n'endommage pas les nerfs érectiles comme tels, mais elle endommage les vaisseaux. Et puis, la radiothérapie est un peu inodore et indolore. C'est comme une radiographie. Je sais pas. La machine tourne autour des patients, ça fait un bruit, mais les gens ne sentent rien. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de sensation directe associée à l'effet des traitements. Ça prend 15 minutes. Pas besoin d'être hospitalisé, d'être endormi. Et comme je disais, la plupart des gens peuvent poursuivre leurs activités quotidiennes. Et contrairement à la chirurgie, l'incontinence est rare avec la radiothérapie. Il peut y avoir des effets au niveau érectile, mais contrairement à la chirurgie, ce n'est pas du jour au lendemain. Les effets sur la fonction érectile se font tranquillement, pas vite dans les mois et dans les années qui suivent. Et c'est réversible dans la plupart des cas avec la médication pour les patients qui veulent en prendre. Alors ici, on a un exemple de champ de radiothérapie. Par contre, il y a des inconvénients comme à tous les traitements, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Bien, ça prend plusieurs déplacements, c'est-à-dire 28 fois, c'est toute une logistique. Le traitement s'étale sur toute la semaine, comme on parle encore une fois de
de problèmes logistiques. Les traitements sont basés sur une évaluation du stade qui est clinique, basée sur l'imagerie, pas pathologique comme avec la pièce chirurgicale. Par contre, les méthodes d'imagerie modernes sont quand même très précises. Et habituellement, le contrôle local est très élevé. Donc, quand ça ne va pas bien après un cancer de la prostate traité par radiothérapie, habituellement, c'est qu'il y avait de la maladie en dehors de la prostate, en dehors du bassin, et les patients récidivent, mais à distance. Et ce qu'on peut faire en ce moment-là, comme rattrapage, le plus souvent, on fait une hormonothérapie de rattrapage qui permet de retarder l'évolution du cancer sans viser la guérison. Et dans certains cas très ciblés et certains patients très motivés, c'est possible de faire un traitement local si la récidive était localisée à la prostate avec la curithérapie, mais ça vient aussi avec des toxicités associées. Le New Kids on the Block, la nouvelle façon de faire de la radiothérapie dans plusieurs types de cancers et plus récemment dans le cancer de la prostate, c'est la radiothérapie stéréotactique ou SBRT qui ressemble un peu à la radiochirurgie, sauf que la radiochirurgie, c'est un terme qui est utilisé pour traiter des tumeurs cérébrales avec une dose de radiothérapie. La radiothérapie stéréotactique, c'est la même précision, si vous voulez, qu'une radiochirurgie, mais on fait habituellement 5 fractions, 4 à 5 fractions de radiothérapie, mais à plus grosse dose. La radiothérapie stéréotactique, dans le domaine de la prostate, le but visé de ça, c'est d'essayer de reproduire la distribution de doses très focalisée de la curithérapie sans avoir à faire l'intervention de la curithérapie. Donc, moins, ça diminue la durée des traitements. On parle de 5 traitements au lieu de 20-28. À l'heure actuelle, les premières études semblent montrer qu'il y a pas beaucoup plus d'effets secondaires, que les effets secondaires sont comparables à la radiothérapie externe et que le contrôle tumoral semble aussi comparable à la radiothérapie externe, mais pour les maladies à bas risque et à risque intermédiaire. Et encore une fois, le suivi médian des patients qu'on a traités avec cette modalité-là est quand même assez court. Les articles récents parlent d'un suivi médian de 5 ans, ce qui n'est pas beaucoup dans le domaine du cancer de la prostate, mais ça semble prometteur. L'autre façon de faire de la radiothérapie pour traiter le cancer de la prostate, qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a été popularisée pour traiter spécifiquement la prostate depuis les années 90, c'est la curithérapie. Alors, la curithérapie, c'est un peu de la radiothérapie interne. Donc, au lieu de passer à l'extérieur avec une machine qui projette un faisceau de radiation qui va traiter tous les tissus, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les sources radioactives directement dans la prostate en contact avec la tumeur. La curithérapie peut être de 2 types. Ça peut être la curithérapie permanente à bas débit, où on va mettre des grains radioactifs d'iode 125 dans la prostate. Ça peut aussi être d'autres types d'isotopes, palladium, césium. Mais ici, en Amérique, au Canada, on utilise principalement et uniquement de l'iode 125. Et ces grains-là, une fois qu'ils sont placés dans la prostate, dans une intervention qui soit en chirurgie d'un jour, qui dure environ 2 heures, libèrent de la radiation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant environ 6 mois. Donc, les gens sont radioactifs quand ils ont un implant permanent à l'iode 125. Mais les gens sont faiblement radioactifs. C'est un isotope de faible énergie, de sorte qu'ils ne sont pas vraiment dangereux pour leur entourage. On dit de faire attention de ne pas approcher pendant des périodes prolongées des très jeunes enfants ou des femmes enceintes. Mais c'est plus une précaution de prudence qu'un risque réel. Par exemple, un patient qui voudrait nuire à un enfant ou une femme enceinte, il faudrait que la personne reste assise sur ses genoux pendant 400 heures sans bouger, ce qui est pratiquement impossible, surtout que le débit de dose diminue dans le temps et qui n'est pas le même au bout de la 400e heure
qu'initialement. Mais à tout le moins, il y a certaines précautions à prendre quand on a un implant actif avec de l'iode 125. C'est sûr que les gens qui ont des implants métalliques radioactifs, s'ils traversent les douanes américaines, surtout les douanes terrestres, il y a des plaques de métal, quand on traverse les douanes, ils vont détecter le faible taux d'irradiation de ces gens-là. Alors, ça prend des pièces justificatrices. Normalement, ça passe quand même très bien avec la carte qui dit que les gens ont eu un implant pour des raisons médicales, mais quand on traverse ces frontières, c'est toujours douanier dépendant. L'autre façon de faire la curithérapie, c'est la curithérapie non permanente ou temporaire, qui est principalement à haut débit de dose. Ça ressemble un peu au principe de la curithérapie à bas débit de dose, mais au lieu d'aller laisser des sources radioactives de façon permanente dans la prostate qui libèrent la radiation pendant 6 mois, on va simplement laisser dans la prostate pendant une courte période des aiguilles. Et ces aiguilles-là vont être connectées à une machine qui contient une source d'iridium 192 qui va aller voyager à l'intérieur de chacune des aiguilles pour donner le traitement. Et quand le traitement est fini, ben, on retire les aiguilles et le patient s'en va à la maison, il n'est pas radioactif, il n'y a pas de libération de radiation à l'intérieur de son corps pendant 6 mois. Le traitement s'est fait en 15 à 20 minutes, dépendamment de l'activité de la source. Et l'intervention comme telle dure aussi 2 heures, là, le fait de mettre les aiguilles, de faire la planification, de faire les traitements. Ce type de curithérapie-là, par exemple, par contre, est associé souvent à une irradiation externe pour compléter la dose, qui soit de 15 à 25 fractions. On peut faire ce type de traitement-là sans radiothérapie externe. On a essayé avec une seule fraction, mais les résultats ne sont pas équivalents à l'iode 125. Si on veut que ce soit équivalent à l'iode 125, puis qu'on veut éviter de faire de la radiothérapie externe, il faut faire au moins 2 interventions et 2 applications de curithérapie à haut débit de dose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut ou pas avoir de la curithérapie? Bien, c'est sûr que pour des raisons techniques, le bassin de l'homme étant plus petit que celui de la femme, les gens avec des grosses prostates, on a de la difficulté à avoir accès à toute la glande à cause du pubis. Et ça augmente aussi le risque d'effets secondaires d'avoir une grosse prostate. Donc, la taille de la prostate est un facteur important quand on considère la curithérapie. C'est sûr que quelqu'un qui a beaucoup de problèmes urinaires déjà en partant, la radiothérapie peut donner des problèmes urinaires transitoires, alors ça n'aide pas. Habituellement, il faut essayer de trouver une façon de régler ça avant le traitement. Et pour les gens qui ont des problèmes urinaires sérieux dus au prostatisme, bien, la chirurgie, c'est une façon de régler ça en même temps que de traiter le cancer. Il faut que le patient soit un candidat aussi à une anesthésie qui est de façon habituelle générale. Alors, c'est quoi les avantages pour la curithérapie à bas débit à l'iode 125? Bien, les gens viennent juste une fois, donc ça ressemble à une intervention chirurgicale. Au niveau de logistique, il y a un seul déplacement pour le traitement. Il y a une seule anesthésie. Comme la dose est concentrée dans la prostate, il y a moins de dommages au niveau des tissus sains avoisinants, la vessie, le rectum, les nerfs érectiles. Il y a une récupération plus rapide pour aller au travail qu'après une chirurgie. Les gens habituellement poursuivent leurs activités pendant peu de temps après l'intervention. En fait, une semaine après l'intervention, les gens reviennent à ce qu'ils faisaient avant. Encore une fois, l'incontinence est relativement rare et la dysfonction érectile est moins fréquente qu'avec la chirurgie. Elle est surtout graduelle et réversible avec la médication s'il y en a. L'avantage avec la curithérapie de haut débit de dose, c'est un peu plus intense comme radiation, donc ça permet de traiter des cancers plus avancés, tout en quand même ayant la même capacité de protéger la vessie, le rectum et les nerfs érectiles avoisinants.
ça permet aussi de diminuer le nombre de traitements de radiothérapie externe. Et encore une fois, les gens sont capables, dans la plupart du temps, de retrouver leurs activités normales assez rapidement. Encore une fois, il y a peu d'incontinence et les effets sur la fonction érectile sont graduels dans les semaines et les mois qui suivent les traitements. Les inconvénients, encore une fois, le stade est fait par imagerie, donc c'est un stade qui n'est pas pathologique. C'est sûr que les gens, même s'ils préservent les érections, habituellement, il n'y a plus d'éjaculation ou peu d'éjaculation à cause de la fibrose qui se fait dans les canaux, dans la prostate. Et surtout pour ce qui est des implants à l'iode 125, les premiers 2 mois, ils peuvent être associés à de l'inflammation au niveau des voies urinaires, d'aller à la toilette plus souvent, que ça chauffe, que ça brûle, qu'on traite avec des médicaments, mais qui peuvent être plus intenses pour certains patients. Et ça finit par rentrer dans l'ordre, mais comme l'implant est radioactif pendant 6 mois, ces effets-là, qui durent à peu près quelques semaines, à peine après la radiothérapie et la curithérapie HDR, peuvent s'étirer un peu plus longtemps dans le temps avec la curithérapie à l'iode 125. Parlant d'effets secondaires, tous les types de radiothérapie, que ce soit externe, curithérapie, BodyB, ODB, sont associés à des effets secondaires qui se ressemblent un peu. De façon générale, il peut y avoir une fatigue, mais habituellement, cette fatigue-là n'empêche pas les gens de faire leurs activités normales. Et même s'ils sont fatigués, on encourage les gens à être actifs, à aller dehors, à faire du sport, à travailler sur le terrain. Il peut y avoir de l'inflammation dans la prostate, comme je le disais précédemment, qui peuvent entraîner là, des effets au niveau des urines. Ça peut chauffer, les gens peuvent se lever plus souvent pour aller à la toilette le jour, la nuit. Dans le fond, on peut se faire comme une prostatite, mais due à la radiation, pas due à une infection. Et ça se traite avec des anti-inflammatoires et le temps arrange les choses. Plus rarement, il peut y avoir du sang dans les urines ou dans les selles. Plus rarement, il peut y avoir des problèmes au niveau des selles de type diarrhée, le plus fréquemment. Plus rarement, il peut y avoir des ulcères ou des saignements, mais ça, c'est rare. Et pour ce qui est des procédures plus invasives comme la radiothérapie, comme la curithérapie, que ce soit à BodyB ou à ODB, il peut y avoir ce qu'on appelle une sténose urinaire ou une obstruction des voies urinaires qui habituellement est transitoire, c'est un épisode et ça rentre dans l'ordre avec le temps, ou qui peut laisser une petite cicatrice qu'il faut avoir à dilater à l'occasion. Et il peut y avoir aussi de l'incontinence, mais comme je disais, avec toutes les modalités de la radiothérapie, les patients qui se finissent avec une couche, c'est moins de 1%. La dysfonction érectile, qui varie selon les modalités, avec la radiothérapie externe, c'est 40 à 50% des gens qui peuvent avoir de la dysfonction érectile. Avec la curithérapie, c'est 20 à 30%. Bien sûr, ça dépend de l'âge et de l'état de la fonction érectile avant qu'on fasse ces traitements et aussi des autres problèmes de santé. Et souvent, des fois, de la médication que les gens prennent. Les gens prennent des gens qui sont sur des antidépresseurs, les gens qui ont des bêta-bloqueurs. Il y a plein de classes de médicaments qui peuvent avoir un effet néfaste sur la fonction érectile. Au niveau digestif, plus fréquemment pendant les traitements, les patients peuvent avoir de la diarrhée qui diminue par une diète qui est plus faible en fibres. Plus rarement, ça peut être associé à des saignements. Et habituellement, ça rentre dans l'ordre après les traitements. Si on met un peu les choses en perspective, en fond, comme je dis souvent aux patients, vous avez l'embarras du choix ou le choix de l'embarras. Les principales options de traitement pour le cancer de la prostate reconnues et universellement utilisées à travers le monde, comme je vous disais plus tôt, pour les patients à faible risque, on ne peut rien faire, ce qui peut être dans ce cas-là une bonne option. L'inconvénient de rien faire, c'est qu'on peut passer à côté d'une maladie qui
devient agressive et qu'on perd le contrôle. La probabilité n'est pas zéro, mais elle est quand même faible. L'autre inconvénient, bien, ça prend un suivi avec des biopsies puis des PSA. Les PSA, tout le monde en a, mais des biopsies aux années et demie, les gens viennent à trouver ça désagréable. Et puis, il peut y avoir aussi de l'anxiété associée à l'idée d'avoir un cancer qui est là, qui évolue, puis qu'on ne fait rien. Pour ce qui est de la chirurgie, ben, un des avantages, c'est qu'on a un stade précis chirurgical. On sait exactement l'étendue de la maladie au niveau de la prostate. On sait s'il y a de la maladie dans les ganglions. On sait c'est quoi le glycine, le pourcentage de la glande qui est envahie. C'est un cancer qui est à visée curative. Quand on a des indications chirurgicales, on peut être guéri complètement de notre cancer et jamais avoir à vivre de récidive et des conséquences de traitement de rattrapage. Par contre, c'est une intervention chirurgicale, ça nécessite une convalescence, ça nécessite une réadaptation pour réapprendre à uriner, avec le port d'une sonde pendant une certaine période. Il y a des complications qui sont associées aux chirurgies de façon générale, infections, segments, les complications périopératoires, infarctus, phlébite, des choses comme ça. Et puis, il y a une certaine récupération. On ne peut pas retourner travailler la semaine d'après, ni forcer après des charges. Les avantages de la curithérapie, avec ou sans radiothérapie à haut débit de dose, bien, on évite le choc d'une chirurgie. On a moins d'incontinence. Par contre, il faut venir tous les jours pendant une certaine période de temps. Donc, il y a une logistique qui peut être un peu plus complexe. La stadification est basée sur l'imagerie et non sur la pathologie. Et on peut avoir des effets aussi au niveau urinaire et fonction érectile. Pour ce qui est de la curithérapie seule, bien, l'avantage, on vient une fois, ça donne des résultats qui sont excellents. Il y a une récupération qui est assez rapide, il n'y a pas d'incontinence. Par contre, encore une fois, au niveau des désavantages, le traitement est basé sur un stade qui est clinique et non pathologique. Et s'il y a des récidives, les options sont habituellement dans le domaine soit de l'hormonothérapie de rattrapage qui est non curative ou de participer à un protocole d'une autre forme de curithérapie ou de cryothérapie, mais encore une fois, c'est associé à des effets secondaires. Il peut y avoir aussi des effets au niveau des érections qui s'établissent là, dans le temps. Après ça, un patient qui a un cancer de la prostate, c'est malheureux, mais les patients veulent savoir quand est-ce qu'ils sont guéris, quand est-ce qu'on peut dire que c'est fini, quand est-ce que c'est un cancer au long cours. Et on peut voir rarement, mais on peut voir des récidives 15 ans après un traitement qui a l'air d'avoir été réussi. Alors, à quelque part, c'est un suivi à très long terme, mais ce n'est pas un suivi qui est compliqué, c'est un suivi qui est basé principalement sur la prise de sang. Dans le cancer de la prostate, on est chanceux parce qu'on a un marqueur tumoral qui est très sensible. Il est peu spécifique, il peut monter pour différentes raisons, mais il est très sensible. C'est rare qu'un cancer évolue sans que l'APS monte. Donc, l'idée du suivi, c'est d'avoir des PSA d'abord aux 3 à 6 mois, puis aux années, puis d'avoir quelqu'un qui voit ces PSA-là, puis qui est capable de réagir advenant une progression. Selon le stade, bien, les patients peuvent avoir une récidive. Les bons stades, c'est 10 à 15 de récidive. Les patients à risque élevé, bien, là, on parle de 30 à 40 de récidive. Donc, le suivi est important. Qu'est-ce qui arrive si la prise de sang, l'APS, monte après la radiothérapie? Bien, c'est une question de timing. Hein? Si la prise de sang monte plus de 5 ans après un traitement, c'est jamais bon signe. Après la radiothérapie, surtout après la curithérapie, dans les 2 à 3 premières années, il peut y avoir des élévations transitoires de la PSA qui ne sont pas associées à de la maladie cancéreuse, qui sont associées à de l'inflammation dans la prostate, une espèce de libération de cellules prostatiques qui meurent
et ça peut faire monter transitoirement le PSA. Donc, le timing est bon, est important. Quand on a de la curithérapie, surtout, il ne faut pas paniquer parce que le PSA monte dans les premiers 2-3 ans. Par contre, ça laisse suspecter, comme je disais, l'examen est sensible mais peu spécifique. Donc, il faut aller voir pourquoi il monte pour éliminer la présence de métastases, soit au niveau des ganglions le plus souvent ou au niveau des os. Donc, habituellement, un PSA qui monte, on fait des examens d'imagerie pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie qui progresse. Si les examens d'imagerie sont normaux, ben, à ce moment-là, on peut faire des biopsies si on est intéressé par un traitement local de rattrapage. Par exemple, si on a de la radiothérapie et qu'on a une prostate en place, on peut compléter avec des biopsies prostatiques, avec une résonance magnétique. Puis si on trouve que la maladie est vraiment localisée dans la prostate et qu'il n'y en a pas ailleurs, bien, on peut offrir un traitement de rattrapage. Les autres options pour une récidive après un cancer de la prostate, ben, c'est l'hormonothérapie, comme je vous disais, là, à visée non curative. On peut aussi faire une chirurgie après une radiothérapie, mais ce n'est pas très populaire parce qu'il y a beaucoup de toxicité au niveau de... Il y a encore plus d'incontinence quand on fait une chirurgie après de la radiothérapie. Par contre, après de la chirurgie, on fait fréquemment de la radiothérapie parce que c'est bien toléré. Qu'est-ce qu'on fait quand malheureusement on n'est pas chanceux et que la maladie s'étend au niveau des os? Eh bien, il y a plusieurs options. Bien, maintenant, il y a plusieurs types de médicaments qu'on peut donner. Il y a l'hormonothérapie, mais il y a des nouveaux anti-androgènes, il y a de la chimiothérapie. Il y a plein de molécules et plein de protocoles qui sont montrés efficaces pour augmenter la survie des patients avec des métastases sans les guérir, malheureusement, mais les faire vivre mieux et plus longtemps. Et quand on a de la maladie ciblée dans des os qui est symptomatique, qui est douloureuse, on peut aller traiter avec la radiothérapie. Habituellement, quand on fait de la radiothérapie à visée palliative, on fait de 1 à 5 traitements. C'est rare qu'on en fait plus. Et c'est très efficace pour contrôler les douleurs. Il y a aussi, je parlais qu'il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs molécules qui existent pour traiter les cancers métastatiques. Il y a le radium-223, qui est un isotope radioactif, mais qu'on donne par voie intraveineuse, dans le fond. Les patients qui ont une maladie plurimétastatique partout dans les os, puis qu'il n'y en a pas en dehors des os, on peut leur donner des injections mensuelles de radium-223 qui va aller se concentrer dans les os et qui va aller libérer la radioactivité au niveau des métastases. Ça augmente la survie et ça ralentit la progression de la maladie. Et ça diminue aussi les douleurs osseuses. Alors, où on en est avec le cancer de la prostate, qu'est-ce qui s'en vient? Mais ce que je vous dirais, ce qui s'en vient de plus prometteur, c'est l'imagerie fonctionnelle avec le TEP scan, mais un TEP scan spécial pour la prostate qui s'appelle le TEP-PSMA. C'est un examen qui est bien utilisé, quand il est fait dans les bonnes circonstances, est très sensible et très spécifique. Au-dessus de 70-80% de sensibilité et de spécificité. Donc, ça, quand tout est normal au niveau de la scintigraphie osseuse, tout est normal au niveau de la tomodensitométrie du scan et que l'APS continue à monter puis qu'on fait un TEP-PSMA, on trouve souvent des métastases qui n'étaient pas encore visibles, qui n'étaient pas encore assez grosses pour être visibles avec les autres modalités thérapeutiques. Alors, on en est à savoir qu'est-ce qu'on fait avec un examen aussi sensible et aussi spécifique. Est-ce qu'on le fait passer à tout le monde avant tout traitement pour éliminer ceux qui ont de la maladie métastatique occulte qu'on n'aurait pas vu auparavant? Mais si on fait ça, on oublie qu'on a des très bons résultats, même avec ces patients-là, qu'on ne sait pas qu'on a. Alors, on est un peu à essayer de trouver la recette pour savoir qu'est-ce qui va être gagnant pour utiliser ça. Chose certaine, ça permet vraiment de bien visualiser la maladie du cancer de la prostate
à un stade assez précoce. À partir du moment où il y a de la maladie, plus que 5 mm, habituellement, ça va capter au TEP-PSMA. Et il y a plein de protocoles de recherche auxquels on participe qui sont en cours, dont le but, c'est ça, de trouver l'utilité pratique de cet examen-là. Parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est de condamner quelqu'un qui aurait pu être guéri parce qu'on ne savait pas avant qu'il y avait quelques petites métastases, mais qu'en faisant les traitements qu'on faisait, ça répondait quand même, puis on le guérissait. On ne veut pas le condamner en disant « Ah, toi, on ne te traitera pas parce qu'on t'a trouvé plein de métastases ». Versus est-ce qu'on va gagner en augmentant l'efficacité des traitements en allant cibler chacune de ces lésions-là qu'on découvre avec le TEP-PSMA. Alors, on en est là au niveau de la clinique, de la recherche clinique avec le TEP-PSMA. L'autre chose qui est déjà là, c'est l'utilisation des nouveaux anti-androgènes qu'on appelle les ARAT, très efficaces. Ces médicaments-là ont fait leur preuve pour les cancers métastatiques qui ne répondent plus aux hormones. Puis là, on est en train d'essayer de trouver des indications pour les mettre l'utiliser de façon plus précocement dans la thérapie des gens qui ne sont pas encore métastatiques, mais qui ont des maladies plus agressives. Alors, on est en train d'évaluer ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on est de plus en plus agressif avec les patients qui ont des métastases. Au lieu de jeter la serviette, quand les gens ont moins de 5 métastases osseuses, on s'est aperçu pour d'autres types de cancers et pour aussi le cancer de la prostate que de traiter chacune de ces métastases-là, de faire des traitements agressifs, même sur la prostate, en dehors des métastases, ça entraîne une réponse et une augmentation de la survie. Donc, c'est prometteur. Donc, on est en train d'essayer de voir là, comment est-ce qu'on peut faire des protocoles et avec qui qu'on peut proposer des traitements à visée curative, même dans un contexte de maladie métastatique. C'est sûr que s'il y en a partout, des métastases, on oublie ça, là, on ne sera pas capable de guérir quelqu'un. Mais on pense que pour quelqu'un qui a une maladie qui est limitée à 1 à 2 endroits, facilement accessible, facilement traitable, que de faire des traitements à ce niveau-là, on peut changer la donne. Alors, en gros, ce qu'il faut retenir de ma présentation, c'est qu'on ne traite pas tous les hommes qui ont un cancer de la prostate. Et on essaie de traiter de façon agressive ceux qui ont un cancer localisé parce qu'on veut les guérir. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Mais le fait aussi de traiter est associé à des toxicités. On ne peut pas faire d'omelette sans KC2, qui sont dans la majorité des cas réversibles, mais quand même, c'est tannant pour les patients qui ont ces problèmes-là, qui ont à passer à travers ça. Et il y a des traitements disponibles. Il y en a plusieurs traitements qui sont efficaces, mais il y a des modalités différentes. Les gens doivent choisir un peu parmi les options qui sont possibles pour leur cas. Et comme je disais en dernière diapositive, il y a quand même beaucoup de recherches et d'avancées dans le domaine du cancer de la prostate. Et un pas à la fois, on améliore la survie 1 mois à la fois, après ça 6 mois, après ça 1 an. Et comme je vous disais, moi, quand j'ai commencé ma carrière, un patient, dès qu'il y avait une métastase, on jetait la serviette. Aujourd'hui, on est beaucoup plus agressif et on pense qu'on peut même en guérir quelques-uns. Et je vous remercie de participer à ce webinaire-là. Puis je vous remercie aussi de supporter et de donner à des organisations comme Procure qui font avancer la recherche puis avancer les choses. Merci beaucoup, Dr. Vigneault, de cette présentation claire et très bien expliquée. C'est maintenant la période des questions. Peut-être pour vous qui êtes à l'écoute en ce moment, certaines de vos questions auront été répondues. Ma collègue Marie-Christine, qui est responsable de notre service d'information, a regroupé les questions les plus fréquentes. Alors, je débute par la première, qui est vraiment une question de circonstance, je dirais. Est-ce que je peux me faire vacciner contre la COVID durant mon traitement de radiothérapie?
Absolument. Là. Tous les gens qui ont des cancers sont des cancers à risque, des patients à risque là, quand ils attrapent la COVID. Il n'y a aucune contre-indication au vaccin. C'est très encouragé. Excellent, merci. La deuxième, c'est combien d'années doit-on attendre avant de parler de guérison? La chirurgie aurait moins de récidive après 10 ans? Non, tout le monde peut récidiver après 10 ans. Il n'y a pas d'année. C'est comme un peu le cancer du sein, le cancer de la prostate. C'est un cancer où l'on court. À quelque part, c'est sûr qu'après 10 ans, quelqu'un qui n'a pas eu de récidive, les chances qu'il y en ait une sont faibles, mais ne sont pas zéro. Alors, malheureusement, c'est ça l'histoire du cancer de la prostate. On est en rémission jusqu'à preuve du contraire. On est guéri jusqu'à preuve du contraire. Et ça prend des PSA pour le reste de nos jours. Notre troisième question, les effets secondaires d'une radiothérapie externe jumelés à une curithérapie temporaire sont-ils plus importants qu'une radiothérapie externe seule? Non, parce que la portion de radiothérapie externe, elle est quand même limitée. La dose est quand même très inférieure aux doses de tolérance de tous les organes qu'on veut éviter habituellement. Alors, la combinaison des deux, ça a été calculé, ça, en termes d'effets secondaires, pour que ce soit équivalent à la radiothérapie externe. Puis même en pratique, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est même un peu moins pire que la radiothérapie externe au long terme. Parce qu'on traite des moins grands volumes en faisant ça. Merci pour votre réponse. J'enchaîne avec la quatrième question une des questions que nous avons reçues. J'ai eu une curithérapie à haut débit en mai 2020, suivie de 22 traitements de radiothérapie qui ont pris fin à la mi-juillet 2020. Je suis aussi en hormonothérapie et j'ai eu 3 injections d'Eligard, dont la dernière en décembre 2020. J'ai des douleurs urinaires et le jet est faible. Je ne vide pas bien la vessie. J'ai aussi eu des démangeaisons un peu partout sur le corps, en plus des chaleurs reliées à l'hormonothérapie. Je prends du Flomax tous les jours. Est-ce que c'est normal après 1 an? Est-ce que j'en ai encore pour longtemps? Il y a beaucoup de choses Oui, hein? dans cette vignette-là. Là. Il y a des effets secondaires de tout. Et c'est sûr qu'il y a une partie des effets secondaires qui vient des injections des ligares, puis qui vont s'arrêter, qui vont diminuer, puis revenir à la normale après l'effet de l'Iligard. L'Iligard, mettons si j'imagine que c'est des injections aux 6 mois, s'il y a eu cette dernière injection de 6 mois en décembre, ça veut dire que l'effet de l'Iligard finit en juin, le mois prochain. Puis à partir du moment où l'effet finit, ça peut prendre facilement 6 mois à 1 an et demi avant que la testostérone revienne à ce qu'elle était avant. Alors, tout ce qui est fatigue, bouffée de chaleur, démangeaison, ça va malheureusement prendre minimum 6 mois après le mois de juin pour que ça revienne dans l'ordre. Pour ce qui est des urines, de dysurie 1 an après, oui, ça peut arriver. En fait, il y a deux périodes pour les effets secondaires de la radiothérapie. Il y a des effets secondaires immédiats qui arrivent dans les jours, pendant les traitements ou dans les jours ou les semaines qui suivent. C'est les effets aigus. Puis ça rentre dans l'ordre dans les 2-3 mois habituellement, sans laisser de traces dans la majorité des cas. Puis il y a des effets qui sont plus tardifs, qui sont retardés, qui ne sont pas fréquents, qui arrivent dans 5 des gens, mais qui sont retardés, qui arrivent en moyenne 1 an et demi plus tard. Fait que les gens chanceux, ils n'ont rien. Les gens moyennement chanceux, ils ont juste les effets aigus, puis après ça rentre dans là. Les gens moyennement chanceux peuvent avoir pas d'effet aigu, puis 1 an après, ils disent, écoute, ça se met à chauffer. Comment ça fait 1 an? Ben, c'est les effets retardés. Eux sont moyennement chanceux, ils ont 5 Puis les gens pas chanceux du tout, eux, ils ont les deux. Ils ont les effets aigus. Puis là, les effets aigus n'ont pas le temps de rentrer dans l'ordre, que c'est les effets retardés qui apparaissent 1 an, 1 an et demi après. Puis après ça, ça rentre dans l'ordre. Fait que non, c'est malheureux, mais ça peut être dû au traitement, puis c'est pas anormal. Il faut réajuster la médication dans ce temps-là, puis prendre son mal en patience.
Oui, bien, il y a d'autres troubles, d'autres types de troubles ou d'effets secondaires là, qui nous sont signalés, entre autres les troubles intestinaux. Et on nous demande combien de temps ça dure normalement après une radiothérapie. Est-ce que ça peut être permanent et comment on les traite? Là, ça dépend des troubles, de quels troubles intestinaux on parle, là. Mais habituellement, les troubles intestinaux sont beaucoup plus rares que les troubles urinaires. Si on parle de diarrhée, puis c'est la même chose, hein, les effets aigus puis les effets retardés au niveau des intestins, c'est pareil. Il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont pendant la période aiguë, puis il y en a qui en ont un an et demi après, puis il y en a qui ont les deux. Habituellement, c'est surtout quand on irradie tout le bassin que les gens ont plus d'effets intestinaux. Et l'intestin peut rester plus sensible aux fibres. Alors, on dit aux gens de faire attention de ne pas manger trop de fibres, même de couper les fibres. Les fibres, là, c'est les hard bran, le blé entier, la salade, les produits laitiers, les crudités, les fruits avec la pelure, pommes, pêches, poires, fouetter la pelure, manger les légumes cuits plutôt qu'en crudité. Alors, il faut faire un peu attention à ça. Et avec le temps, ça rentre dans l'ordre. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui restent plus sensibles aux fibres. Mais quand on ajuste la diète en conséquence, habituellement, on en vient à trouver un équilibre. L'autre effet, je ne sais pas si c'est de ça que le patient veut parler, il y a des segments au niveau comme un peu les hémorroïdes, comme au niveau du rectum. Ce n'est pas fréquent, puis ça peut se traiter s'il y en a avec des onguents ou avec du laser. Je ne sais pas si c'est de ça que la personne voulait parler. Ben, en fait, je pense que la personne qui a posé la question pourra probablement là, contacter nos infirmières pour avoir plus de détails au besoin. Il y a une dernière question qu'on voudrait vous poser avant de conclure. Dans quelle mesure la radiothérapie est-elle précise? Qu'en est-il des organes sains qui se trouvent près de la prostate? Nous avons entendu parler d'un espaceur pour protéger, par exemple, le rectum. Est-ce utilisé au Québec? Oui, j'avais vu passer cette question-là. C'est le Space OR. C'est quand on fait du SBRT en 5 fractions à dose très élevée, il ne faut vraiment pas toucher au rectum parce que si on touche au rectum, là, il peut y avoir des problèmes. Alors, dans ces techniques-là de SBRT, pour essayer de prévenir, parce que quand les gens donnaient des doses trop élevées, il y avait des problèmes sérieux au niveau du rectum. Ils ont inventé cette espèce de foam-là qui est injectée avec une aiguille au niveau du périnée, là, dans l'espace de peau qui est en dessous des testicules, là, entre la prostate et le rectum, pour éloigner le rectum de la prostate. Ce n'est pas homologué au Canada. En fait, c'est homologué, mais ce n'est pas remboursé par les services publics parce qu'on n'a pas assez de toxicité rectale sévère pour justifier les 3 000 $ que ça coûte pour tout le monde. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment là, ça utilisé pour le SBRT où on donne une plus grosse dose. Puis le SBRT, en tout cas à mon avis, dans la prostate, est encore expérimental. Alors, pour répondre à la question, ça existe, puis nous, on ne l'utilise pas de façon routinière. On a des protocoles de recherche avec du SBRT où on va l'utiliser parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Mais en dehors de ça, puis c'est parce que c'est fourni aussi par l'organisme qui finance la recherche, mais en dehors de ça, on n'a pas à l'utiliser parce que la radiothérapie moderne est très ciblée. Hein? La curithérapie, on traite ce qu'on implante, donc on traite pratiquement juste la prostate, puis on s'assure que le récit et le rectum ne reçoivent pas de radiation. Avec la radiothérapie externe, j'ai parlé tout à l'heure qu'on mettait des grains d'or pour ça, parce qu'on s'enligne à chaque jour sa prostate. Ça nous permet de réduire les marges, de traiter moins de vessie et de rectum, d'avoir moins de ces effets secondaires-là. Docteur Vigneault, je vous remercie au nom de toute l'équipe Procure d'avoir pris ce temps avec nous et les multiples personnes qui sont en ligne pour présenter un peu
toute votre science avec autant d'engagement vers les patients. Je tiens à souligner que vous avez fait cette présentation pro bono, donc sans honoraire. Donc, c'est le reflet de votre engagement envers vos patients et la communauté. Et on arrive tout près de la fin de ce webinaire Procure en parle. Nous espérons que vous avez trouvé réponse à vos questions. Il y en a encore beaucoup qui ont été posées et on tient à vous assurer que vos questions ne resteront pas en suspens. Elles seront toutes répondues individuellement par notre service d'information, soit nos infirmières spécialisées en neuro-oncologie. Donc, elles s'assureront de vous répondre de façon individuelle. Et pour s'assurer que nos webinaires demeurent toujours pertinents, qu'on répond toujours à vos questions et qu'on aborde des thèmes qui sont importants pour vous, pour votre réalité, on vous demanderait de rester présent, de cliquer sur « Continuer » pour répondre à un court sondage lorsque vous quitterez en fait la web diffusion. C'est très important pour nous de pouvoir présenter des webinaires qui répondent concrètement à vos réalités. Le prochain webinaire aura lieu le 9 juin prochain à 19h. Il sera question d'hormonothérapie. Il sera en anglais seulement. Ceci dit, nous pourrons répondre à des questions en français, vous acheminer l'information en français, bien sûr. Le spécialiste invité sera Daniel Lewinstein, urologue attaché, entre autres, au Centre hospitalier Charlemagne. Alors, on vous invite à être des nôtres, à consulter le site procure.ca pour voir un peu tout ce qui est prévu au cours des prochaines semaines. Si vous recevez déjà notre infolette, vous allez recevoir un résumé de cette présentation en 5 points. Comme je le dis en introduction, si vous ne l'avez pas reçu encore, profitez-en pour aller sur le site. En bas de page, vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Alors, c'était Chantal Doré pour toute l'équipe de Procure en parle. Encore une fois, un gros merci, Dr Vigneault, d'avoir été parmi nous. Et merci à tous les gens qui sont à l'écoute. On espère vraiment que ça a été utile pour vous. À très bientôt. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.